Bonjour et bienvenue à bord du vol Agent d'entretien pour un voyage en compagnie du psychologue et expert en affaires criminelles, Jean-Luc Poirier. Netflix a tenté d'entrer dans la tête du couple meurtrier Michel Fourniret et Monique Olivier. Agent d'entretien vous donne les clés pour y accéder. Attachez vos ceintures et attention aux turbulences. Jean-Luc Poirier, bonjour. Bonjour. Alors Jean-Luc, tu es psychologue et expert en affaires criminelles. À ce titre, la justice t'avait demandé d'établir le profil psychologique de Monique Olivier. Alors pour rappel, Monique Olivier, qui purge actuellement une peine de prison à perpétuité pour complicité de meurtre, est l'épouse tristement célèbre du tueur en série Michel Fourniret, dont tu as établi également le profil psychologique dans une analyse, on va dire, systémique du couple. Tout à fait. Michel Fourniret est décédé en 2021 après avoir avoué 11 crimes d'adolescentes et de jeunes filles, emportant avec lui nombreux de ses secrets dans la tombe, secrets sur lesquels aujourd'hui seule Monique Olivier peut potentiellement lever le voile. Alors la plateforme de streaming Netflix, pour ne pas la citer, a diffusé une mini-série documentaire sur Monique Olivier, nous promettant qu'on allait entrer dans la tête de Monique Olivier sans pourtant y parvenir. Tu interviens dans cette série, Jean-Luc, sans pour autant mettre réellement en évidence un point crucial que tu as noté, c'est ce QI hors norme de Monique Olivier, ce QI de 131, qui diffère diamétralement avec l'image de femme à l'intelligence de poule lobotomisée, comme le disait Michel Fourniret lui-même. Donc pour ce premier volet des carnets de bord d'agent d'entretien, tu as accepté de nous livrer tes analyses, tes conclusions, pour qu'enfin on entre dans la tête de Monique Olivier. Prêt pour le voyage, Jean-Luc ? On y va. Alors Jean-Luc, tout d'abord, sur cette série Netflix dont on a beaucoup parlé, on nous promettait, comme je le disais en préambule, qu'on allait entrer dans la tête de Monique Olivier, et finalement on voit une personne fuyante, qui parle peu, qui distille ses mots au compte-gouttes, qui est totalement soumise, ou du moins qui semble totalement soumise à son époux, le tueur en série Michel Fourniret. Est-ce qu'on est loin de l'image que toi tu as eue de Monique Olivier quand tu l'as rencontrée ? Lorsque je vais la voir, l'administration belge oublie en quelque sorte de la prévenir. Donc j'arrive un jeudi matin, 8h, 8h15, on lui dit, ben voilà, il y a un expert qui vient vous voir, elle n'est pas au courant, donc à la limite je la prends au saut du lit, quoi, en quelque sorte. Et donc elle n'est pas maquillée, elle est en survêtement, en claquettes, etc. Voilà. Et puis donc l'expertise se passe toute la matinée, et juste après je lui dis, écoutez, voilà, je vais aller déjeuner, mais je reviens. En début d'après-midi, voilà, j'ai encore des questions à vous poser, etc. Elle me répond que ça ne lui pose pas de problème, voilà. Je reviens à 14h, je ne vois pas du tout la même Monique Olivier. Ça, c'est un témoignage, c'est un fait, si tu veux, c'est-à-dire que manifestement, elle est apprêtée, maquillée, habillée, dans une espèce d'espace comme ça de séduction d'un homme et d'une femme, peu importe le contexte même, hein, des conditions de la rencontre. Donc c'est quand même assez particulier, déjà. Donc on ne peut pas exclure, si tu veux, le fait que, quelque part, elle ait été un peu dissimulatrice. Tout simplement parce que j'avais été voir le dossier avant de la rencontrer, et je m'étais rendu compte qu'en fait, effectivement, dans le dossier, elle était définie comme quelqu'un d'extrêmement inhibé, qui, à la limite, si elle pouvait passer entre un mur et le papier peint, elle le ferait, très très repliée sur elle-même, absolument aucune image sociale. Et donc pendant un an et demi, elle a été amenée à répondre à des interrogatoires quand même extrêmement longs. Très poussés. Très poussés, où manifestement elle n'a pas dit grand-chose, elle est restée essentiellement dans cette posture. Et d'ailleurs, quand je l'ai revue en 2008, pour le procès, elle était également dans cette posture. Et ces postures de repli, d'inhibition, de manque d'affect, d'affectivité, de sensibilité, d'empathie vis-à-vis de l'autre, hein, manifestement, c'est ce qu'on retrouve chez elle lorsqu'elle est petite fille ou lorsqu'elle est adolescente. Soit dans son milieu familial, hein, qui est un milieu extrêmement masculin, hein, avec paradoxalement au milieu masculin un père absent. Elle souffre comme ça d'une forme d'abandonnisme de l'image paternelle. Elle a deux frères dans la fratrie qui sont, eux, considérés investis par le père, alors elle, pas du tout. Et puis une mère alcoolique, hein, elle en parle relativement facilement, donc pas tout à fait sécurisante. Donc en fait, elle a fonctionné comme ça, elle arrive à l'école, en primaire, en secondaire,
très repliée sur elle-même, pas d'amis. Là aussi, elle longe les murs en quelque sorte. Hein. Donc, j'allais dire, aucune expression affective. Donc, elle est dans cette posture-là. C'est les traits de sa personnalité en quelque sorte. Mais toi, quand tu arrives et que tu la vois en prison, tu es là justement pour établir ce dont on a parlé, c'est-à-dire ce profil psychologique. Oui. Quand tu es face, nous on se dit, Jean-Luc Poyer est arrivé, il avait face à lui une Monique Olivier telle qu'on la voit dans le reportage, mutique, très effacée. Oui. Est-ce que c'est cette personne que tu as vue? Et comment justement, on se pose la question, parce que ça reste assez imagé pour nous de dresser un profil psychologique, comment l'expert que tu es dresse un profil psychologique en voyant une personne pendant 7, 8 ou 9 heures? J'ai des moyens d'investigation, évidemment, scientifiques, des tests scientifiques, projectifs, si tu veux, mais en même temps, avant de la rencontrer, je suis allé voir son dossier. Et donc, effectivement, je ne suis pas étonné de voir, dans un premier temps, en tous les cas, une Monique Olivier repliée sur elle-même, effacée, qui ne répond pas forcément aux questions, ou qui, j'allais dire, se victimise de façon quasi systématique. Chez elle, c'est un symptôme protecteur, en quelque sorte. Le QI, c'est pas moi qui l'ai passé personnellement, c'est mon co-expert. Il lui a fait passer 2 fois. Hein. Donc il a vérifié, c'est certain, sur le plan scientifique. Maintenant, on peut avoir un QI de 131 et être aussi dans une posture de soumission. C'est pas incompatible. Hein. C'est pas incompatible. Je lui ai fait passer d'autres tests, hein, où manifestement, là encore, dans un premier temps, je lui propose un test que je peux te montrer d'ailleurs, hein, c'est le test de, c'est le test de frustration de Rosenzweig. En fait, ce sont des bandes dessinées. Des bulles à remplir. C'est ça, voilà. Où en fait, ce sont des actes de la vie quotidienne où on est en situation de frustration. Voilà. Je lui propose le test, elle accepte facilement la consigne, elle n'est pas réticente par rapport à ça, et elle me dit, mais monsieur l'expert, je ne vais pas savoir. Je lui dis, comment ça vous n'allez pas savoir? Elle me dit, oui, vous comprenez, vous n'allez pas comprendre mon écriture, je ne suis pas bien. Voilà, enfin des mécanismes comme ça, un petit peu de dissimulation. De défense presque. Par rapport à ça, de protection, de défense, tout à fait. Et elle me dit, de toute façon, je fais énormément de fautes d'orthographe. Mais je lui dis, c'est pas grave, vous savez, la population française, bon, manifestement, on voit énormément de textes avec beaucoup de fautes. Donc je lui dis, allez-y, madame. Elle commence, il y a 24 situations, elle les fait de façon tout à fait remarquable. Moi, là, à la limite, j'existe plus, je m'efface complètement. Elle est livrée à elle-même, en quelque sorte, avec elle-même. Il n'y a pas du tout de tiers. Voilà le résultat, c'est-à-dire que d'une part, je constate dans ses réponses qu'elle ne se laisse pas faire, elle n'est pas immature. Je constate que dans les actes de la vie quotidienne par rapport à des tiers, elle n'est pas ni impressionnable ni influençable. C'est des questions qui me sont posées, hein, donc je réponds aux questions qui me sont posées. Et surtout, je constate qu'elle prend des initiatives. Elle ne subit pas une situation. Pas du tout dans l'acte de soumission. Absolument pas. On la voit. Absolument pas. Là, je te donne un discours verbal, mais tu peux lire, oui, absolument. J'ai vu rapidement. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, elle prend des initiatives, etc. Elle est dans l'affirmation de soi. J'ai également observé son écriture. Je ne suis pas graphologue, hein, mais très construite, très structurée. Je veux dire, c'est absolument pas, il n'y a pas d'angoisse. C'est vraiment très, très, très contrôlé. Sur les 24 réponses qu'elle me fait, il y a une faute d'orthographe. Et alors, il y a un élément aussi dans la série qui, à mon sens, est primordial et qui est un peu passé sous silence, c'est qu'on ne comprend pas vraiment la naissance de cette relation entre Monique Olivier et Michel Fourniret. Alors, pour rappel, oui. À l'époque, on est en milieu des années 80. Michel Fourniret purge une peine de prison pour viol et agression sexuelle. Lorsqu'il fait paraître dans la revue Le Pèlerin en 1985, je crois, oui, une petite annonce qui dit « Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude ». Monique Olivier répond à cette petite annonce et ensuite débute une relation épistolaire entre eux, une relation épistolaire qui va être très longue, hein, puisque ça va donner naissance à 217 lettres et 750 pages. Oui. Dans ces 750 pages vont peu à peu se tisser des liens qui vont aller jusqu'à ce plan macabre où, à la sortie de prison, Monique Olivier doit fournir, entre guillemets, à Michel Fourniret ce qu'ils appellent des membranes sur pattes, c'est-à-dire des jeunes filles vierges. Tout à fait. Et Michel Fourniret devra éliminer, chose qu'il ne fera jamais, le deuxième époux de Monique Olivier. En fait, tout est déjà construit dans leur relation. Comment se fait-il que ces lettres n'aient pas plus été utilisées que ça? Oui. Et puisque tout est écrit et qu'on sait déjà à l'avance ce qui va se passer, surtout que Michel Fourniret est en prison, comme on le dit, pour viol.
Moi, en tant qu'expert judiciaire, éthiquement, j'ai beaucoup plus de difficultés, j'allais dire, porter une analyse comme ça un petit peu sur le fonctionnement de la justice. Maintenant, même avant la rencontre, Michel Fourniret, lorsqu'il était incarcéré, juste avant de sortir, il avait écrit déjà à l'administration pénitentiaire, à un juge d'application des peines, si je me souviens bien, en disant attention, parce qu'il parlait, il était tellement mégalomane, etc., qu'il parle à la troisième personne. Hein. Donc il va sortir, faites attention parce qu'il est dangereux. Vis-à-vis des courriers, c'était déjà valable. Il est sorti, et voilà, dont acte. On sait très bien après ce qui s'est passé. Et ça, c'est passé sous les radars. Complètement. Maintenant, la rencontre avec Monique Olivier, moi j'ai eu la chance qu'on m'ait demandé d'examiner le couple. Je suis un des rares experts à l'avoir fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je constate, par rapport même à la question que tu m'as posée, c'est que c'est Monique Olivier qui a répondu. Je veux dire, elle l'a fait, en quelque sorte, avec son libre arbitre et en toute conscience. Et progressivement, les lettres dont tu fais référence, moi je dirais que c'est plutôt un cahier des charges. C'est-à-dire, voilà, si effectivement on se rencontre, si effectivement on vit ensemble, etc., vous voyez le cahier des charges. Hein. Voilà. Donc elle le fait en connaissance de cause. Donc ça aussi c'est important. C'est-à-dire que c'est pas une fois qu'elle a rencontré Michel Fourniret dans la réalité, qu'elle vit avec lui quotidiennement, qu'elle se rend compte de. Hein, parce que, par exemple, on compare beaucoup ce couple, et notamment le fait qu'elle était soumise à Michel Fourniret à un mécanisme d'emprise, hein, dans les couples comme ça, au niveau de la violence conjugale. Il ne s'agit pas de ça du tout en ce qui les concerne. Hein. Michel Fourniret a une excellente image par rapport au couple. Hein. Il dit, au niveau de la rencontre, en dehors des courriers, etc., il dit, c'était deux radeaux qui coulaient sur le fil de l'eau, qui ne savaient pas où ils allaient, et ils se sont rencontrés. Ils se sont amarrés l'un à l'autre pour aller dans la même direction. Complètement. Et ça a débouché, après tous ces courriers, etc., sur le fameux pacte criminel qu'ils ont scellé. Hein. Ce pacte criminel, il est, pour moi en tous les cas, au niveau de la systémie du couple, intemporel. Hein. C'est pas parce qu'il y a eu un divorce administratif que, etc. Et j'allais dire, ça va même ça va plus loin pour moi. Hein. C'est-à-dire que là, effectivement, on pouvait se demander dans la systémie du couple, quand il y en a un qui va décéder par rapport à l'autre, compte tenu de ce que tu me disais en introduction, à savoir, il y a encore des secrets, etc., des choses qu'effectivement les familles voudraient bien savoir, évidemment, mais ça va au-delà de la mort. Par rapport à Monique Olivier. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut pas exclure le fait qu'elle fasse des espèces de dommages posthumes. Qu'elle fasse du Fourniret. Qu'elle fasse du Fourniret, effectivement. Et effectivement, on en parlait de ce pacte qui est scellé, ce pacte morbide qui est scellé dès les lettres en prison. Oui. Il est très rapidement mis à exécution puisque moins d'un an après la sortie de Michel Fourniret de prison, Isabelle Laville est la première victime. Oui. Ensuite va découler cette série de meurtres. Et en fait, Monique Olivier plonge dès le départ dans cette espèce de chemin de mort qui se sont créés tous les deux. Complètement. Il y a pour le moins ce que j'avais appelé au procès de Charleville une complémentarité criminelle. Pour le moins. Hein. J'avais même dit que c'était elle qui lui avait donné son permis de tuer. Moi, je lui ai posé la question à Monique Olivier à plusieurs reprises. Lorsque, effectivement, elle décline un petit peu tous les assassinats, le fait que, dans un premier temps, elle l'accompagnait, elle veillait à l'intendance, hein. Voilà, enfin, au niveau des victimes, je n'irai pas plus loin par rapport à ça, parce que c'est assez douloureux à entendre. Hein. Elle était quand même très très active. Hein. Ouais, on peut le dire, elle était pour le moins active, puisque elle vérifiait que les victimes étaient bien vierges chez les jeunes adolescentes, elle les lavait pour les préparer, entre guillemets, alors pardon pour les parents des victimes, mais elle les préparait pour Michel Fourniret et elle disait elles sont prêtes et repartait dans la chambre s'occuper de son enfant. C'est quand même, on est là dans le comble de l'horreur quand même. Il y a ça, il y a aussi le fait qu'avant qu'il touche à ses victimes, elle le préparait lui, sexuellement, effectivement, hein, parce qu'il avait des difficultés au niveau sexuel, quoi, hein, en ce qui le concerne. Bon, donc, par contre, je lui ai posé la question à plusieurs reprises. Je lui ai dit, mais madame, pour quelle raison vous n'êtes pas partie à un moment donné? Parce que tout ça, vous en aviez conscience. Elle m'a dit, Pacha ne savait pas où aller. Vous
voyez, c'est-à-dire que, heureusement que j'étais assis, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun affect. C'est essentiellement matériel, utilitaire, et c'est une opportunité. C'est-à-dire que Monique Olivier, certainement dans sa structure de personnalité, je l'avais repéré aussi au niveau d'autres tests projectifs, en fait, elle masque, elle protège complètement une affectivité extrêmement détruite initialement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, certainement, elle n'a eu aucune expérience sexuelle aboutie, où elle s'est épanouie en tant que femme. Ça, elle me le dira à plusieurs reprises aussi. Les conditions dans lesquelles elle a perdu sa virginité, c'est quand même assez particulier. C'était avec un militaire, d'une part, avec un militaire sur un quai de gare, etc., où effectivement, elle ajoute même, elle éprouve le besoin de me dire que c'est elle qui a payé la chambre. Enfin, vous voyez, enfin, tu vois, c'est quand même très particulier. Elle me dit qu'elle n'a jamais ressenti de plaisir sexuel, elle ne sait pas ce que c'est. Elle a eu un premier compagnon. Donc c'est plus en règle générale en matière expertale, dans ce type de profil, quand on a affaire à des femmes qui ont été carencées comme ça initialement, de façon quand même très intense, hein, c'est quand même très très chaotique. Hein. En règle générale, après, elles sont plutôt mobilisées au niveau de l'image masculine par ce qu'on appelle des bad boys. Hein, elles, c'était plutôt des hommes un peu particuliers, si je puis dire. Son premier mari, Monsieur Michaud, pour ne pas le nommer, elle va me le décrire comme étant, en quelque sorte, son bourreau. Déjà. Alors, je ne sais pas si c'est réel ou pas. Parce que quand j'ai vu dans le dossier, quand on interroge Monsieur Michaud, il dit pas tout à fait la même chose. Mais elle, ce qu'elle m'a évoqué, moi je recueille sa parole, hein, ce qu'elle m'a évoqué, c'est que en fait, il la prostituait, il a essayé de la noyer dans la baignoire. Bon, voilà, enfin, c'est pas des relations très harmonieuses quand même. Non, hein. effectivement. Donc il y a eu rupture, il y a eu divorce. Alors il faut également s'interroger compte tenu. Alors par contre, par rapport à son manque d'affect, c'est pas étonnant. Mais dans le divorce, c'est pas elle qui a eu la garde des enfants. Elle avait 2 enfants avec M. Michaud. C'est aussi un indicateur, quelque part, de sa personnalité, ou de sa problématique, plus exactement. Et puis après, elle rencontre Michel Fourniret. Et donc là, manifestement, moi, c'est la thèse que je soutiens depuis très longtemps, elle y trouve un intérêt, elle y trouve ce qu'on appelle des bénéfices secondaires, personnels. Hein. Ouais, parce qu'effectivement, tu en parlais... Il y a une totale non-empathie envers les victimes chez Monique Olivier, puisqu'on sait que certaines victimes restaient plusieurs jours dans leur maison alors que Michel Fourniret lui partait, donc elle aurait très bien pu libérer les victimes. Tout à fait. Elle restait avec elles en permanence, elle ne les libérait pas. Et ensuite, cette non-empathie qui va jusqu'à la déshumanisation de la victime, qui n'est plus un sujet mais un objet pour le tueur. Tout à fait. On a l'impression que c'est exactement le même système psychologique pour Monique Olivier. Elle s'est totalement adaptée à ça, tout à fait, et alors de façon peut-être un petit peu moins intense, soutenue, oui. À un moment donné, je lui dis, mais quand même, il est viol. Vous, en tant que femme, vous voyez, enfin, j'essaie un petit peu de travailler ça quelque part, ou en tant que mère aussi, vous voyez, enfin, j'essaie aussi de travailler sa parentalité, quoi. Bon, elle me dit, bah, de toute façon, oui, bon, d'accord, mais en fait, de se faire violer, on n'en meurt pas. Hein, c'est-à-dire, c'est complètement désaffectisé. Donc à ce moment-là, effectivement, il n'y a pas de dialogue possible. On ne peut pas parler de Monique Olivier sans parler justement, Jean-Luc, de Michel Fourniret. Donc tu as étudié effectivement les deux dans cette systémie du couple, hein, puisque pour toi, effectivement, l'un ne va pas sans l'autre. Alors Michel Fourniret, prison de Forest en Belgique. Hein. Petite pièce de 5 mètres carrés, tu rencontres Michel Fourniret, 9 heures d'interrogatoire, entre guillemets, de questions-réponses avec lui. Je suppose que psychologiquement, très dur à vivre. Il te raconte, lui, sans aucune empathie pour ses victimes, comment il a tué. Et malheureusement, je crois, pendant un moment, tu fixes ses mains qui, à l'époque, on le sait, ont déjà étranglé cette jeune fille, cette adolescente. Et je crois qu'il plonge dans ta faille tout de suite. C'est ça un peu le jeu du tueur en série, c'est-à-dire que tout de suite, il plonge dans la faille de la personne qu'il a en face de lui. Oui, ils ont une espèce d'intelligence intuitive tout à fait organisée, structurée, beaucoup plus que nous en quelque sorte. Nous, on est plutôt dans une recherche d'empathie, et à ce moment-là, on va pouvoir peut-être aller à l'intérieur de la tête de l'autre, mais c'est compliqué, il faut quand même du temps, etc. Eux, pas du tout.
Ça, c'est immédiat. Et il a senti chez moi une faille. Hein. C'est-à-dire que quand je regarde ses mains, il sait très bien à quoi je pense à ce moment-là. Et alors, il va effectivement verbaliser en disant, mais pourquoi vous regardez mes mains ? Voilà. Donc je lui dis, vous savez très bien pourquoi, monsieur Fourniret. 2-3 heures avant, il m'avait expliqué comment il avait tué 6, je crois, de ces 6 ou 7 victimes pour lesquelles il était poursuivi, en tous les cas, il les avait étranglées. Et effectivement, en plus, sur le plan de la morphologie, c'est un petit bonhomme, mais qui a des grosses mains. Comme tu le rappelais, petite pièce, comme au cinéma. Hein. Il y a une grande vitre, il y a un gardien belge à moitié endormi, qui commence à somnoler. Donc, voilà, petit moment de solitude quand même. Et donc là, j'ai 2 solutions. Soit j'y vais pas. Bon, mais je suis venu pour y aller. Autrement, je suis pas expert. Enfin, voilà. Donc j'y vais. Et donc il me provoque. Il sent ma fragilité à ce moment-là. Il me provoque et il me dit, si vous me parlez de mes parents, évidemment, ça fait partie du protocole de l'expertise, je vous étrangle. Bon. Et à ce moment-là, je le regarde, droit dans les yeux, et puis je dis, monsieur Fourniret, parlez-moi de vos parents. Et il m'en parle pendant 2 heures. C'est ça la manipulation du pervers. Mais également le sadisme. Mais je crois qu'il faut aussi trouver la clé pour pouvoir entrer justement en communication avec ces grands pervers tueurs. Toi, tu avais trouvé, il me semble, au départ, cette affiliation avec le gang des postiches, c'est ça ? Oui, parce que 15 ans avant, alors c'est un hasard total, hein, j'avais examiné un des tueurs du gang des postiches à Paris, enfin voilà. Et il se trouve que Michel Fourniret, dans sa cellule, il avait un autre membre, Monsieur Esposito, enfin un autre membre du gang des postiches, enfin qui lui a raconté une histoire, etc. Et en fait, ça a débouché sur l'affaire El Gouache, les lingots d'or qui étaient planqués dans un cimetière. Qu'il a récupéré en tuant. Fourniret est sorti avant Monsieur El Gouache et il a récupéré les lingots et il avait promis à Monsieur El Gouache en fait d'aider la compagne d'El Gouache qui était dehors à vivre un peu mieux, quoi. Voilà. Et en fait, au lieu de l'aider, avec Monique Olivier, ils sont allés la voir. Monique Olivier, en même temps, allait à la maison d'arrêt où était encore incarcéré El Gouache, après qu'il l'ait tué, pour lui dire, écoute, on ne sait pas où elle est, on ne comprend pas, elle a disparu, enfin voilà. Très particulier. Toi, tu arrives donc en tant que professionnel, en tant qu'expert, en tant que psychologue. Oui. Comment on fait pour se mettre au niveau de la personne qu'on a en face, c'est-à-dire un tueur en série multirécidiviste? Est-ce que justement, il ne faut pas être dans la position, entre guillemets, du maître et de l'élève? Il faut se mettre à peu près à son niveau? Alors, si, c'est une position de maître à élève, sauf qu'elle est inversée. Inversée? C'est-à-dire que l'élève, c'est moi. Si on arrive de façon très docte, en disant, c'est moi, le sachant, vous répondez à mes questions, et éventuellement je vais même apporter des jugements moraux à ce que vous avez fait, ça ne marche pas. Et on n'est pas là pour ça. En fait, on est une espèce d'éponge. Alors, le problème, quand on a affaire à un type comme ça, c'est quand même assez rare en matière criminelle. Hein. J'ai l'habitude de dire que même les Américains nous envient, ce type-là. Enfin, ce couple-là, en tous les cas. Alors, j'ai eu la naïveté d'aller voir Michel Fourniret le jeudi et Monique Olivier le vendredi. Hein. Bon, 48 heures... lourde. Sérieuse. J'ai pas bossé pendant 15 jours après. Hein. Je pouvais pas. Ça doit être très compliqué parce que psychologiquement, à vivre effectivement, même si c'est ton métier, cette distance, est-ce qu'on arrive à créer justement une distance nécessaire pour après accepter, ou est-ce que ça t'a poursuivi pendant des mois, voire des années, et que ça te poursuit encore? Honnêtement, toutes les personnes qui ont travaillé dans ces dossiers-là, que ce soit la police, que ce soit les magistrats, que ce soit les experts, etc. Bon, si quelqu'un vous dit qu'il a été indifférent, ça me paraît pas possible. Ça me paraît pas possible. Bon. Alors, ce d'autant qu'en ce qui me concerne, puisque tu me poses la question, moi, Michel Fourniret, il m'a poursuivi. Et il me poursuit encore, puisque j'en parle maintenant, de différentes façons. Je l'ai examiné donc en 2004, là. Donc j'ai rendu mes conclusions. Et là, manifestement, il n'était pas content. Les conclusions que j'avais élaborées, il m'a même noté, il m'a mis 4 sur 20. Bon, ton taxe. Il m'a écrit un courrier. Tu as reçu un courrier chez toi de Michel Fourniret? À mon cabinet. Il était à l'époque en Belgique. Il m'écrit un courrier avec un timbre
qui représentait l'ange de la cathédrale de Reims, puisque mon cabinet était à Reims, très adapté, je ne sais pas comment il a fait, et sous forme d'anecdote, enfin, je ne suis pas très fier de ça, mais en même temps, c'est comme ça, c'est pour expliquer aussi la pression qu'il peut mettre ce type-là. C'était à l'époque de l'anthrax, où il y avait de la poudre blanche, les gens recevaient de la poudre blanche, etc. Bon. Et donc moi, quand je vois ce courrier-là, j'ai mis 3 jours pour l'ouvrir. J'ai eu peur. Et en fait, dans ce courrier, il n'y avait pas d'anthrax, évidemment. Il demandait, il me prévenait qu'il allait demander au juge de me revoir. Il voulait absolument me revoir. Alors, il invente un test qui n'existe pas, mais c'est du Fourniret, quoi. C'est-à-dire que, bah voilà, oui, il a calculé mon niveau intellectuel, etc., mais mon échelle d'intelligence intuitive, il ne l'a pas calculé. Donc, voilà. Donc, s'il vous plaît, monsieur le juge, faites un complément d'expertise. Voilà, je veux revoir cet expert-là. Le juge ne peut pas faire autrement. Enfin, en tous les cas, il me dit, bah, écoutez, monsieur l'expert, il faut y aller. Moi, j'avais plus envie de le voir. J'étais obligé d'y aller. Et donc là, je vais le voir, c'était à Châlons. Il avait été transféré, quoi. Voilà, donc j'arrive, j'étais en colère, quoi. Enfin, ça me plaisait pas. J'étais pas du tout en position d'écoute, en tous les cas. J'avais donné, quoi. Et donc là, on s'assied face à face. Et alors je lui dis, bon, voilà, ce courrier, etc. Il me dit, ah non, non, il me dit, ça c'est des conneries. C'est le juge, il a rien compris. Enfin, voilà, c'est du Fourniret, quoi. Non, non. En fait, je voulais vous voir. Mais je lui dis, mais pourquoi, monsieur Fourniret? Il me dit, bah écoutez, votre famille, ça va comment? Alors là, il fait une espèce de protection, de digue, quoi, de censure, quoi, en quelque sorte. Je prends ma mallette et je repars. Mais il y a ce sentiment, effectivement, dont tu parles, de toute puissance. Complètement. Alors, de toute puissance qui est, en tant que tueur, quand ils sont en liberté, où ils ont, entre guillemets, le droit de vie ou de mort sur leur victime, mais également dans l'univers carcéral, parce que ce que tu cites sur ta famille, je crois qu'il l'a fait aussi avec un juge lors d'une reconstitution, où il dit au juge, parce qu'il y a un corps qui est retrouvé d'une petite victime, et il dit, vous vous rendez compte, monsieur le juge, quelle horreur, cette petite, elle a l'âge de votre fille, alors qu'on ne sait même pas comment, il connaît l'âge de la fille du juge. C'est toujours ce rapport aussi de dominant-dominé qu'il souhaite instaurer. Alors, donc ça ne lui suffisait pas, parce que je suis parti, certainement. Hein, c'est-à-dire que quelques mois après, il y a le procureur général de la cour d'appel de Reims qui m'informe qu'en fait, Michel Fourniret faisait une grève de la faim. Alors, une grève de la faim, la Fourniret, hein, c'est-à-dire qu'il mangeait du chocolat quand même. Hein. Il allait y avoir un procès quelques mois après, et la justice voulait absolument pas qu'il n'y ait pas de procès. Hein, ou alors, voilà, enfin, qu'il soit en état, en tous les cas, d'assister à son procès. Et donc, Michel Fourniret avait dit, mais l'expert Ployer en question, là, je pense qu'il en a donné à d'autres, hein, en tous les cas en ce qui me concerne, je lui ai prêté des dessins, je veux qu'il me les rende. Et il ne me les rend pas. Donc moi, je suis, entre guillemets, convoqué par le procureur général, c'est quand même, voilà, enfin, c'est important pour un expert judiciaire. Et donc je suis dans le bureau, c'est complètement absurde comme situation. Je suis dans le bureau du procureur en lui disant, mais il me les a donnés. Un peu une discussion entre un gamin et un CPE, enfin voilà, enfin, tout à fait étonnant. Et donc le procureur, de façon à mon avis légitime, par rapport au procès, la bonne tenue du procès, etc., me dit, monsieur l'expert, il faut lui rendre ses dessins. Voilà, donc j'étais obligé de lui rendre les originaux, évidemment, et il a arrêté sa grève de la faim. C'est quand même tout. Alors, c'est pour rebondir sur la notion de toute puissance. C'est-à-dire, il faut absolument que il y a le procès, donc il manipule, en sachant que le procès s'est déroulé, et il a été d'une lâcheté extraordinaire, Michel Fourniret. Il n'a pas parlé du tout. C'est ça, il a été dans un mutisme total. Il voulait un huis clos, donc il avait écrit un écriteau, huis clos, autrement bouche cousue. Et il n'en est pas ressorti. Et alors, on arrive au point qui fait débat et qui est évoqué dans la série Netflix sans être totalement mis en lumière. C'est cet écart. Alors, il y a eu
le quotient intellectuel de Monique Olivier a été établi par 2 psychologues, toi et un psy belge, Gauthier Pierson, que j'ai eu l'occasion d'interviewer. Oui. Toi, tu trouves un QI de 131, donc comme tu le disais, qui correspond à environ 2% de la population, donc un QI très très élevé. Oui. Et Gauthier Pierson, lui, trouve un QI de 92, qui est une moyenne basse, on va dire. Ah oui. Donc comment déjà on peut expliquer cet écart, sachant que je suppose que pour le test de QI, c'est le test de Binet classique. Que vaut vraiment un test de QI par rapport à une personnalité? Alors de toute façon, bon là évidemment, sur Netflix, il y a eu un point de bascule, ils ont fait vraiment une fixation là-dessus, sur le QI. Bon, en sachant que pour nous, c'est pas une fin en soi, c'est pas une vérité, c'est un moyen d'investigation, comme un autre, en quelque sorte. Alors maintenant, moi je réponds de la façon suivante, c'est-à-dire que quand on est intelligent, c'est relativement aisé, pour des raisons qui vous sont personnelles, notamment de mâchecage, de dissimulation, de manipulation, en quelque sorte, de paraître idiot. Dans ce sens-là. Peut-être pas avec cet écart-là de points, mais dans ce sens-là, en tous les cas. Ça peut pondérer quand même le chiffre. Par contre, dans l'autre sens, c'est pas possible. C'est-à-dire que quand on est idiot, c'est pas péjoratif. C'est au sens du QI, c'est-à-dire en dessous de 90, 92, quoi. Voilà. Bon, quand on est idiot, de vouloir être intelligent, c'est pas possible. Évidemment, potentiellement. Voilà. Alors maintenant, il faudrait essayer de voir chronologiquement comment s'est passé le QI belge, si je puis dire, et le QI français, en sachant que, il me semble que le QI belge s'est fait avant, dans la chronologie, quand Monique Olivier était encore interrogée très très sérieusement par la police belge, avec des interrogatoires très longs, très durs, de plusieurs heures, etc., où manifestement, elle avait un mécanisme de défense total. Moi, j'avais lu ça dans les dossiers aussi, où elle se protégeait. Donc, elle répondait à une question 2 heures après. Enfin, j'exagère à peine. Et encore, de façon extrêmement... je sais pas, peut-être, je m'en souviens plus. Voilà, c'est-à-dire qu'elle... qu'on voit dans la série. Voilà, c'est-à-dire qu'elle passait comme ça pour une nunuche. Fourniret disait qu'elle avait rien entre les 2 oreilles. Voilà. Quand nous, on lui a fait... Quand je dis nous, parce que c'est mon co-expert, c'est un technicien beaucoup plus expérimenté que moi par rapport à ça, mais il lui a fait passer 2 fois, parce qu'effectivement, on savait très bien que ça allait être un peu chaud comme affaire. Et il faut savoir que le test de QI, ça touche des valeurs culturelles, mais ça touche aussi un potentiel d'apprentissage surtout, une rapidité d'exécution. Et par exemple, pour la rapidité d'exécution, comme les tests psychotechniques, vous savez, voilà, il faut abstraire, etc., mais il faut aussi exécuter le plus vite possible. C'est chronométré. Donc là, on peut y avoir une différence de chiffrage très important. Si vous n'avez pas envie, si vous êtes plutôt dans un état d'esprit de dissimulation, vous allez prendre votre temps. Et à ce moment-là, au lieu d'avoir 117, par exemple, en moyenne, par rapport à un échantillon témoin, vous allez avoir 100. La différence de chiffrage est immédiatement perceptible. Voilà. Alors, maintenant, pour quelle raison Monique Olivier, quand nous, on l'a examinée, elle n'a pas joué. Un peu comme quand tu es allé la voir et qu'elle était en robe de chambre et elle était peut-être un peu prise au dépourvu. Exactement, et l'après-midi, elle avait une autre posture quand je suis allé la voir. Moi, quand je vais passer le test de Rosenfeld là, que je t'ai donné, c'est la même chose. Elle aurait très bien pu me faire plein de fautes d'orthographe, etc., qui correspondent plus à 80 ou 95 de QI. Absolument pas. Et Michel Fourniret ne supportait pas ce test de QI élevé de Monique Olivier au-dessus du sien, puisqu'il disait d'elle, comme je le disais en préambule, qu'elle avait l'intelligence d'une poule lobotomisée. Donc je suppose que quand il a appris le test de QI et les 131 de Monique Olivier, ça a dû le mettre dans une rage folle. Dans un état de colère pas possible, puisque lui n'avait que 128, en sachant aussi que dans le dossier, le QI de Michel Fourniret, ça n'a jamais posé de question. Effectivement. Oui, mais c'est important à préciser.
Maintenant, lui avait une posture aussi où, effectivement, plus il est sur le devant de la scène, plus on considère qu'il est intelligent, plus ça va flatter son narcissisme, hein, évidemment. Jean-Luc, tu as étudié et rencontré de nombreux tueurs en série, hein, Oui. entre autres Francis Saule, Pierre Chanal et bien sûr Michel Fourniret dont on parle. À chaque fois, il y a une dimension sexuelle au crime. Chez Michel Fourniret, il y a cette sacralisation de la virginité qu'on retrouve d'ailleurs dès le départ dans les relations épistolaires en prison avec Monique Olivier, puisqu'il lui reproche de ne plus être vierge et elle doit faire une lettre de 25 pages pour expier ses fautes. Et effectivement, je crois que même on parlait tout à l'heure du militaire qui Oui. a appris la virginité de Monique Olivier, il rejouait la scène. Alors ça c'est aussi très important, mais il a trouvé à qui parler en quelque sorte, Michel Fourniret, parce que Michel Fourniret s'approprie tout. Tout lui appartient. Hein. Et donc il s'est aussi approprié la virginité de Monique Olivier, alors que dans la réalité, c'est impossible, puisque pour lui, toutes les femmes sont impures. Alors lui ça part du délire d'une mère naturelle, en quelque sorte, qui était déjà impure. Hein, voilà. Après, ces deux premières femmes, quand il les a rencontrées, elles n'étaient plus vierges. Monique Olivier n'était plus vierge, mais il s'est, dans leur systémie de couple, hein, dans leur relation de couple, il s'est approprié. C'est-à-dire que lorsqu'il tuait une victime, sur le plan sexuel, de ce qu'ils m'ont dit, hein, il y avait à peu près une pause à peu près pendant 15 jours, 3 semaines de rapports sexuels. Hein. Et au bout de 3 semaines, pour alimenter un peu leurs fantasmes, etc., les exciter, hein, bon, voilà, il faut appeler les choses par leur nom, ils rejouaient soit les crimes qu'ils venaient de commettre avec la dernière des victimes, ça les excitait. Pour être excité, il faut être 2. Hein. Autrement, on n'y retourne pas. Enfin, voilà. Soit, lui se mettait en militaire et il rejouait la scène du quai de gare où elle avait perdu sa virginité. C'est-à-dire que dans la toute-puissance de Fourniret, il s'appropriait même le fait que, en fait, c'était lui le militaire. Voilà. Donc ça c'est quand même tout à fait particulier. Mais il fallait même, je crois, dans le comble de l'horreur, que ce soit les victimes elles-mêmes vierges qui lui demandent Alors, oui, réaliser l'acte. Oui, c'est la raison pour laquelle il les gardait, pour certaines, 2-3 jours. Il pouvait partir et c'était Monique Olivier qui était la gardienne, en quelque sorte. Hein, un petit peu comme Michel Martin, dans l'affaire du trou. Et elle veillait à l'intendance. Hein, elle leur donnait un peu à manger. Enfin, voilà. Par contre, elles étaient attachées, etc. Enfin, voilà. Jean-Luc, tu évoquais là justement Michel Martin, Oui. l'ex-femme de Marc Dutroux. Oui. Je crois que, étonnamment, à un moment, Monique Olivier et Michel Martin étaient voisines Oui. de cellule. Je crois qu'elle t'avait raconté qu'elle était bien meilleure que Michel Martin. Oui, c'est-à-dire que, alors ça c'était à la fin de notre entretien, après plusieurs heures comme ça, on se lève. Et c'est toujours entre deux portes que se disent des choses importantes. On se lève et elle me dit, mais vous savez qui est ma voisine de cellule? Bah, je dis, comment voulez-vous que je sache, madame? J'en savais strictement rien. Enfin, on était en Belgique, mais bon, voilà. Elle me dit, c'est Michel Martin. Ah bon? Voilà, elle me dit, mais c'est la femme de Marc Dutroux. Et elle me dit, mais vous savez, je suis mieux qu'elle. Voilà, donc moi j'ai... Tu en as déduit quoi? C'est une interprétation. Mais j'ai plutôt entendu, je suis pire qu'elle. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de projection. C'est pas par hasard qu'elle m'a dit ça, de toute façon. Et je crois que Michel Fourniret lui-même s'était référé de Marc Dutroux, Oui. puisque sa dernière victime qui arrive à s'échapper en 2003 et qui fait heureusement qu'il est arrêté par la police, Oui. il dit à sa victime tu verras, je suis pire que Marc Dutroux. Il y a toujours encore ce référent dans l'horreur. Moi, ça m'est apparu tout à fait intéressant de remettre comme ça un petit peu en systémie, en quelque sorte, hein, le fait qu'ils disent effectivement à sa dernière victime qui a pu s'échapper d'ailleurs, moi je suis pire que Dutroux. Et puis Monique Olivier qui me dit évidemment moi je suis un réceptacle si vous voulez, si tu veux, mais après j'amalgame un petit peu les choses. Monique Olivier qui me dit mais je suis mieux que Michel Martin, enfin
Pour moi, il n'y a pas de hasard. Monique Olivier, on le sait, il y a un nouveau pôle spécial Cold Case qui a été créé en 2022 par Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice. Oui. Monique Olivier, visiblement, va être envoyée devant la cour d'assises par le parquet de Nanterre. Oui. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce nouveau procès? Donc, Monique Olivier va parler, va encore rester dans son mutisme habituel. Est-ce qu'on peut apprendre des choses de ce procès? Alors, je suis pas... Devin. Je suis pas Madame Soleil. Hein. Alors, il y a quand même un acteur qui sera plus là. C'est Michel Fourniret. Hein. C'est-à-dire qu'elle, elle est effectivement, je crois, mise en examen pour complicité, comme elle l'était d'ailleurs à Charleville. Hein. Voilà, donc pour moi il y a trois hypothèses en ce qui concerne la question que tu me poses par rapport au futur procès. C'est d'une part, elle libère un peu sa parole, Michel Fourniret n'étant plus là, elle libère un peu sa parole, donc là effectivement elle sort de l'emprise progressivement, voilà, avec une espèce de stratégie de procès, hein, pour qu'elle soit le moins possible condamnée, hein, à savoir, je m'humanise. Je sors un petit peu de l'affect. J'essaie de ressentir de l'affect, et notamment par rapport aux familles. Alors, elle a commencé un peu en 2018, à Versailles. Elle n'a pas pris la même peine que Michel Fourniret. Lui a repris perpète, elle a pris 20 ans. C'est quand même tout à fait différent. Donc, ça a un peu marché au niveau des jurés. Voilà, ça c'est une première chose. C'est une première posture qu'elle peut prendre. La deuxième, c'est elle se terre dans le silence. Et il y a une troisième hypothèse que moi je soutiens, mais c'est une hypothèse, par rapport à la thèse que je soutiens depuis des années et des années, elle va faire du Fourniret. Quand tu compares les reportages télé, par exemple, quand c'était Michel Fourniret qui assistait aux fouilles, il était au milieu de gendarmes et d'un juge ou d'une juge, voilà, et il faisait du Fourniret, quoi. C'est-à-dire, non, creuser à 1,50 m plus loin, peut-être, je me souviens plus trop. Non, c'est pas là, c'est de l'autre côté, vous voyez, bon, voilà, bon. Et Monique Olivier faisait exactement la même chose. C'est-à-dire, quand on compare les reportages télé, c'est copie conforme. Quand Monique Olivier, comme tu le dis, pendant un an est questionnée, elle finit par avouer les meurtres de Michel Fourniret et sa complicité, alors que Michel Fourniret est à seulement quelques semaines de sa libération. Et là encore, pour l'affaire Estelle Mouzin, pendant longtemps, Michel Fourniret n'était pas accusé, puisque sur le matelas, dans la camionnette, on n'a jamais retrouvé l'ADN d'Estelle Mouzin. Et c'est Monique Olivier qui met à mal son alibi en disant que c'est elle qui a passé le coup de fil pour l'anniversaire de son fils. Donc à chaque fois, il y a une sorte de rapport comme ça, d'ambivalence entre... je suis avec Michel Fourniret, mais en même temps je le dénonce, en même temps c'est le mal. Est-ce que ça, tu arrives à l'expliquer justement? Alors c'est assez complexe, hein, même pour des experts, hein, c'est évident. Alors on dit qu'elle a une personnalité complexe, compliquée, etc., à strate, à tiroir en quelque sorte, ça dépend quel tiroir on tire. Alors d'une part, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Michel Fourniret reconnaît un crime, il est authentique. Mais avant de reconnaître le crime, il se passe des années, où il va effectivement emmener les gens dans des voies sans issue, etc. Bon. Et puis, mais c'est jamais lui qui est à l'initiative de la reconnaissance du crime. Jamais, au niveau du couple. C'est elle, à chaque fois. Que ce soit quelques semaines ou quelques jours avant qu'il sorte de prison, que ce soit au niveau de la ligne du téléphone par rapport à la petite Mouzin, c'est elle qui redéclenche. À partir de là, j'allais dire, dans la systémie du couple, c'est lui qui en rajoute. Parce qu'il faut quand même qu'il garde la maîtrise. Donc il surenchérit. Il surenchérit. Et il donne énormément de détails que Monique Olivier ne donne pas. Soit en disant, je sais pas, j'en sais rien, j'étais pas là. Ou soit, écoutez, non, vous voyez ça avec lui, etc. Enfin, voilà. Bon. Maintenant, c'est comme des joueurs de poker, en quelque sorte. C'est-à-dire que à partir du moment où c'est elle qui a décidé d'inverser les rôles, moi, c'est l'hypothèse que je soutiens. D'inverser les rôles. Alors pas pour des raisons qu'elle donne d'ailleurs verbalement, mais qui sont pour moi de la rationalisation, à savoir de toute façon il est incapable d'élever son fils, il a ça le caractère, Michel, je veux pas qu'il revienne. Alors elle dit pas je veux pas qu'il revienne parce qu'il va recommencer, elle dit je veux pas qu'il revienne parce qu'il a ça le caractère. C'est-à-dire ça c'est une phrase qu'on peut entendre dans des millions de couples.
c'est complètement banalisé, en quelque sorte. Voilà, donc là, on ne peut pas non plus exclure, chez Monique Olivier, une forme de banalisation par rapport aux bénéfices qu'elle en tirait, quoi. Et on l'avait évoqué dans la relation épistolaire, effectivement, c'est passé sous les radars de l'administration pénitentiaire. Dans la fourgonnette, ce fameux matelas sur lequel Michel Fourniret a attaché ses victimes avant de les ramener chez lui, il a été trouvé, je crois, 20 ADN différents, donc pas celui des Selmousins, mais 20 ADN différents. Est-ce qu'on peut espérer, là encore, que peut-être au procès soit révélé des informations? Parce qu'on le voit dans le reportage de Netflix. Alors je ne sais pas le crédit qu'on peut donner à cela, mais un pseudo co-détenu de Michel Fourniret aurait une liste avec une lettre avec 35 cases. Donc on peut penser que plus de 20 cold cases seraient à mettre sur Michel Fourniret. Par rapport au co-détenu, etc., par expérience, je peux te dire qu'il faut être prudent, à mon sens. Maintenant, c'est pas non plus négligeable. Il faut être prudent, il faut vérifier. Bon, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Maintenant, moi, ce que tu poses comme question, là, ça m'évoque surtout ce qu'on a appelé la période blanche. 90-2000. C'est ça, c'est-à-dire sur 20 ans de vie de couple, 10 ans où ils ont appuyé en matière criminelle, ils ont appuyé sur off. J'y crois pas une seconde. Par rapport à la systémie du couple. Le couple s'alimentait et existait ou s'excitait, pour dire les choses de façon un petit peu exhaustive, par rapport aux crimes commis. Donc pendant 10 ans, c'est pas possible, il n'en est pas commis. Donc ça répond un peu à la question. C'est-à-dire que moi je pense qu'il y a d'autres crimes effectivement, qui seront peut-être élucidés. Maintenant, je suis pas sûr qu'elle puisse le faire, elle. Alors je dis ça parce que dans les derniers crimes, Michel Fourniret partait à la chasse tout seul. Dans les premiers, elle l'accompagnait. Dans les premiers crimes, elle l'accompagnait et même ils se servaient de leur enfant comme appât tout à fait. Pour faire monter les jeunes filles dans la camionnette et ensuite elle récupérait un peu plus loin Michel Fourniret. Enfin, c'était dans l'horreur absolue de se servir. On se dit comment une mère peut se servir de son enfant tel un appât pour assouvir les fantasmes de son mari. Ce qu'il faut bien comprendre dans la systémie du couple et dans l'histoire de l'un et de l'autre, c'est que, alors pour des raisons d'ailleurs différentes au niveau de l'organisation de leur personnalité, mais c'est dénué d'affect. Alors un être humain dénué d'affect, ça peut effectivement donner des actes monstrueux. Un couple dénué d'affect, ça peut aller jusque-là. Et alors ma dernière question, Jean-Luc, on s'est souvent posé la question en se disant si Monique Olivier n'avait pas répondu à cette annonce dans Le Pèlerin et n'avait pas croisé la route de Michel Fourniret, certainement ne serait-elle pas devenue la femme qui a aidé Michel Fourniret à commettre ces meurtres. Mais on peut se poser la question de savoir, sachant que Michel Fourniret n'avait pas tué avant de rencontrer Monique Olivier, serait-il devenu le tueur en série qu'on connaît s'il n'avait pas croisé la route de Monique Olivier qui lui a donné, comme tu disais, entre guillemets, ce permis de tuer? Oui, c'est-à-dire qu'elle l'a légitimé sur le plan criminel. Donc moi je réponds à cette question en disant qu'en fait, je ne suis pas du tout persuadé qu'il soit passé à l'acte de crime de sang par rapport à la personnalité. Là, effectivement, ces deux radeaux qui étaient à la dérive se sont retrouvés de façon quand même tout à fait particulière. Et nous, les petits, tu sais, on ne croit pas trop au hasard. Jean-Luc, merci. On va demander au pilote de commencer notre descente vers Reims pour te déposer. C'est sympa. Merci beaucoup, en tous les cas. Merci, Jean-Luc. Chers passagers, nous allons maintenant amorcer notre descente. Nous espérons que vous avez apprécié ce vol sur notre compagnie et que nous vous retrouverons prochainement pour balayer d'autres idées reçues avec Agent d'entretien.